Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est en fait une forme de relecture d'un conflit, pas d'un conflit de mémoire, mais d'un conflit aussi canonique et canonisé, celui de l'opposition en fait entre le témoin et l'historien, puisque la Grande Guerre va précisément jouer un rôle important dans la cristallisation de cette opposition entre le témoin et l'historien, qui sont à la fois des figures, mais aussi des narrateurs et des auteurs concurrents du récit du passé, qui recoupe justement aussi en partie l'opposition canonique entre mémoire et histoire telle qu'elle est communément admise. Et donc je vais essayer de proposer donc depuis 1914 jusqu'à aujourd'hui une double lecture en fait des rapports en fait entre les témoins et les historiens pour aller au-delà de cette classique opposition ou concurrence. Avec la disparition du dernier poilu en France, Lazare Ponticelli, en 2008, l'ère des témoins de la Grande Guerre semble, a priori, définitivement avoir laissé la place à celle des historiens. La coïncidence, en effet, entre la disparition des dernières générations ayant vécu la Grande Guerre à partir des années 90 et une reviviscence historiographique fondée en grande partie sur la critique de la parole testimoniale semble a priori attester de cela. On observe en effet depuis une vingtaine d'années à la fois un fort intérêt du public pour la Grande Guerre et une densification très significative de l'historiographie, densification qui s'accompagne de débats dont on peut se demander s'ils ne doivent pas autant à des conflits de mémoire hérités des années 20 et 30 et réactualisés, qui ne doivent pas autant donc à ces conflits de mémoire qu'à la science. Henri Rousseau a toutefois raison de faire la remarque suivante lorsqu'il compare les relations entre mémoire et histoire des deux conflits. Je cite, tandis que les controverses n'ont cessé de s'amplifier dans les années 90 autour des souvenirs de l'occupation et plus précisément de la complicité de l'État français dans le génocide des Juifs, l'historiographie connaissait, elle, donc celle de la Deuxième Guerre, une forme de consensus, les auteurs favorables au régime ou de Vichy ou tentant de défendre son bilan, comme ce fut le cas jusque dans les années 60-70, se faisant de plus en plus rare, faute d'arguments solides. A l'inverse, la polémique qui a fait rage récemment chez les historiens français pour déterminer si les combattants des tranchées avaient accepté les seuils inusités de violence par consentement ou par contrainte n'a eu qu'un faible écho dans l'espace public et politique. Pourtant, ce relatif désintérêt du large public pour les querelles des historiens ne signifie pas le moins du monde une indifférence de ce même public pour la Grande Guerre. À l'orée des commémorations du centenaire, cet intérêt semble en effet n'avoir jamais été aussi vif. La commission du centenaire, mise en place par le précédent gouvernement, ne travaille en effet pas dans un désert commémoratif, mais plutôt dans une jungle de projets qu'il va s'appliquer à labelliser. Il existe indéniablement une demande sociale extrêmement forte autour de cette mémoire de la Grande Guerre. Les personnages centraux de cette mémoire sont, on peut l'observer, indéniablement les millions d'hommes qui ont fait la guerre au front et qui, alphabétisation aidant, en furent à la fois les acteurs et les narrateurs, les soldats. Dans cette perspective, il nous a paru donc intéressant ici de tenter de retracer à grands traits l'histoire des relations parfois tumultueuses entre les historiens et ses témoins, entre mémoire et histoire, donc entre 1914 et, par anticipation, pour faire beau, 2014-2013. Comme l'écrivent Antoine Pro et J. Winter, la Grande Guerre ou la guerre de 14 n'appartient à personne, pas même aux historiens. De fait, depuis ses débuts, la Grande Guerre n'a eu de cesse d'être racontée, d'être expliquée, et des millions de pages ont été écrites sur son compte, et la part prise par les historiens dans ce grand récit demeure finalement très largement minoritaire. De fait, les historiens ont été très tôt confrontés à d'autres écritures et récits de la Grande Guerre, notamment à la parole de ces écrivains soldats, qu'on a appelés dans les années 20 par la suite les témoins. Une parole qui, dès 1914-1915, a été considérée comme légitime pour dire la guerre. Dès lors, le rapport que les historiens ont pu entretenir avec ce type de prise de parole fut longtemps ambivalent, voire concurrent.
mais il ne saurait se réduire à une simple opposition. Si l'on suit toujours nos deux guides dans cette historiographie de la Grande Guerre, Jay Winter et Antoine Pro, cette historiographie s'articulerait chronologiquement autour de trois grandes configurations historiographiques, trois grands moments de l'histoire de la Grande Guerre, qui correspondent aussi à des moments de rapport différents entre témoins et historiens. En effet, la place du témoin et du témoignage dans l'écriture de l'histoire a évolué. Selon eux, la première configuration, s'installant dès la guerre, mais en fait surtout dès l'immédiate après-guerre, serait essentiellement une configuration historiographique politique et militaire dans laquelle il s'agissait d'étudier les causes de la guerre, de comprendre pourquoi cette guerre fut causée, puis ensuite gagnée ou perdue. Les conséquences, après les causes, les conséquences politiques intérieures et extérieures, internationales, s'ajoutèrent à ces interrogations. Il faut dire que le très controversé, surtout en Allemagne, article 231 du traité de Versailles, ne proposait ni plus ni moins qu'une analyse historique des causes du conflit. Je vous le cite. L'Allemagne et ses alliés sont responsables pour les avoir causés de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés. Disons qu'il s'agit bien d'une interprétation historique qui va être ensuite donc abondamment dans ces années 20 et 30 discutée par les historiens qui vont le plus souvent épouser en fait la cause du pays dont ils sont originaires. Cette recherche des causes, des conséquences, cette étude du déroulement du conflit, il faut le dire aussi, correspondait bien à une manière d'écrire l'histoire très politique qui correspondait au triomphe de l'histoire dite positiviste ou méthodique en France. Dans cette configuration, il y avait peu de place pour ce qu'on appellerait aujourd'hui une histoire d'en bas. De fait, même les anciens combattants historiens, comme Henri Contamine ou comme Pierre Renouvin, qui avait perdu un bras à la guerre, et qui fonda une nouvelle approche des relations internationales, ces historiens qui se méfiaient de la parole de leurs camarades, comme on s'appelait à l'époque entre anciens combattants. Ainsi, Pierre Renouvin écrivait en 1939 « Les témoignages des combattants, dont la consultation est très utile pour comprendre l'atmosphère de la bataille, ne peuvent guère donner de renseignements sur la conduite des opérations, car l'horizon des témoins est très limité. » Pour autant, les lendemains, la guerre elle-même, puis les lendemains de la guerre, en particulier à partir de la fin des années 20, furent marqués par une publication pléthorique de ces témoignages au sens large, et aussi par un vif débat qui opposa à la fin des années 20 leur critique le plus féroce, lui-même ancien combattant, Jean Horton Cru, et un certain nombre de ceux qui s'appelaient alors les écrivains combattants. Il y aurait donc eu à la fois conjointement un désintérêt des historiens professionnels ou universitaires pour le récit mémoriel et foisonnant fondé sur les témoignages combattants, et en même temps foisonnement de ce même témoignage, comme si l'histoire aurait commencé par un divorce et non par un mariage. J'y reviendrai un peu plus en détail un peu plus loin. La seconde configuration, décelée par nos deux historiographes, donc Pro et Winter, aurait émergé cette fois à la fin des années 50 et au début des années 60 et aurait cette fois déplacé le regard en direction des acteurs sociaux de la guerre et en premier lieu des combattants sur le front. Ce virage social, pour aller vite, pris par l'historiographie, n'aurait pourtant pas émergé à proprement parler au sein de l'université, selon eux, et du monde de la recherche, mais serait essentiellement dû au succès d'un livre, Vie et mort des Français, livre paru chez Hachette en 1959 et écrit par trois auteurs qui avaient la caractéristique d'être à la fois normaliens, agrégés d'histoire et anciens combattants, Jacques Meyer, Gabriel Perreux et André Ducasse, mais qui ne menaient pas pour autant une carrière universitaire. Ducasse avait du reste publié dès 1932 une histoire des combattants qui était en fait une anthologie de témoignages. Le livre ne fut cependant accepté par l'éditeur que parce qu'il fut préfacé par un quatrième ancien combattant plus connu que ses camarades, Maurice Genevoix. Étonnamment, peut-être, Winter et Pro qualifient les trois auteurs d'amateurs et d'historiens du dimanche. L'ouvrage, hybride d'histoire scolaire et d'anthologie des écrivains combattants, selon eux, renouvela toutefois le regard porté sur le conflit en le déplaçant sur la société, au front et à l'arrière, et en apportant de nouvelles questions, de nouvelles
interrogations. Pour autant, dans ces années 50 et 60, la place des témoins et des témoignages demeura ambiguë. Si elle était centrale dans cet ouvrage qui obtint en effet un grand succès public, l'histoire sociale classique, universitaire, amatrice des grands nombres et des séries statistiques, pouvait a priori se passer des témoignages ou à tout le moins, le plus souvent, le réduire à une illustration au sein d'une démonstration. La troisième grande configuration historiographique, pour aller vite, date, selon Pro et Winter, de la fin des années 80 et du début des années 90, celle dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui, une configuration qui serait sociale et culturelle. Elle se fonde notamment sur un intérêt très prononcé, cette fois pour les représentations, pour l'intime, pour les histoires individuelles dans la grande histoire, pour les pratiques, pour les expériences, pour la souffrance, les blessures, les traumas. Dans cette histoire, dans cette écriture de l'histoire, le témoignage et les témoins, on l'a compris, précisément au moment où ces derniers disparaissent, semblent occuper une place centrale, car ils sont une source privilégiée pour ce type d'histoire. La double réédition du Témoin de Jean Norton-Crue en 1993, puis à nouveau en 2006, en atteste a priori. En outre, de très nombreuses études, et pas seulement en France, sont consacrées cette fois spécifiquement à la prise de parole que représenta le témoignage combattant, qui devient non plus seulement une source pour l'écriture de l'histoire, mais un objet d'histoire et un sujet pour thèse. Pour autant, on pourrait aussi inverser cette lecture, car cette centralité du témoignage a amené certains historiens, notamment Annette Becker et Stéphane Audouin-Rousseau, qui pourtant publient eux-mêmes des témoignages, les utilisent abondamment, à appeler à s'affranchir d'une forme de dictature du témoignage en 2000 dans leur livre « Retrouver la guerre ». Il est vrai que la mort des témoins ne se caractérisa pas, paradoxalement, par un tarissement de leurs paroles et de leur influence. En effet, la publication jusqu'à aujourd'hui, et on peut bien penser que ça ne va pas se terminer avec les commémorations de 2014, la publication de témoignages de toute nature, au point que certaines maisons d'édition se spécialisent, même comme à l'époque de la Grande Guerre, ça qui est intéressant aujourd'hui, se spécialisent donc dans la publication de témoignages combattants. En fait, en écrivant cela, Becker et Audouin-Rousseau n'en appelaient certainement pas à un abandon du témoignage comme source, mais plutôt à une plus grande attention critique face à ce déferlement éditorial et surtout en fait à un croisement des sources à l'époque aussi, les années 90, époque aussi qui sont marquées par une muséographisation, si vous me passez ce néologisme, de la Grande Guerre et qui amène aussi d'autres sources propices à un regard anthropologique ou historique sur le conflit, que sont les objets. Voilà comment on pourrait retracer, donc à la suite de Winter et Pro, à grands traits dans le longtemps historiographie, l'histoire de ce qui serait alors une forme d'intégration progressive du témoignage dans le discours historique. Cette chronotypologie proposée par Pro et Winter est bien entendu critiquable et je vais de ce pas la critiquer. Cette lecture a pourtant un mérite, elle montre bien, contrairement à ce que l'on pourrait croire, qu'on ne passe pas progressivement et de manière linéaire du temps des témoins à celui des historiens, du temps de la mémoire à celui de l'histoire, mais que ces grands types d'écriture, l'écriture testimoniale et l'écriture historique, se développent de manière parallèle, cohabitent, ou parfois même se croisent à l'intérieur d'un même objet, d'un même produit, si on peut dire, dans le cas du livre de Ducasse, Perreux et Meyer, ou même dans le cas de Jean Norton-Crue, qui ici propose une critique a priori historique, a priori sans concession des témoignages, était lui-même en fait un ancien combattant. Revenons donc à l'époque de la Grande Guerre, donc je vais reprendre, si vous voulez, mon cheminement à nouveau en partant de 14-18. Cette Grande Guerre qui, selon Pro et Winter, marquerait le début d'une ère de l'histoire politique, diplomatique et militaire dans l'historiographie, et donc d'une mise à distance de la parole des témoins par les historiens. Sans récuser complètement cette analyse, il nous semble nécessaire de la nuancer fortement. Ainsi, pendant la guerre, la parole publique des combattants a été extrêmement légitime comme narration de la guerre et représente une voix très forte qui est immédiatement entendue par le public et par toutes les instances de réception, les prix littéraires, les éditeurs, les revues, etc. On s'intéresse alors au moins autant, si ce n'est plus, au quotidien des combattants, aux formes prises par la guerre moderne qu'aux causes et aux conséquences de la guerre. Dès lors, la parole combattante correspond et répond à une demande sociale très forte.
On aurait donc tort de croire qu'il s'agit d'un phénomène alors marginal. Plusieurs centaines de témoignages au sens large sont publiés pendant la guerre en France. Un phénomène comparable toucha d'ailleurs les autres pays sous des formes diverses, parfois sous la forme de poésie de guerre en Grande-Bretagne ou en Allemagne. À tel point que certains historiens qui participèrent à la guerre jugèrent eux aussi utile de rédiger leur propre récit de guerre ou leur journal de marche, comme Marc Bloch. Pour autant, Marc Bloch ne publia pas pendant la guerre ni après son récit de guerre qui fut publié uniquement à titre posthume. Et lorsqu'il s'intéressa au conflit en 1921, il le fit en historien avec un regard critique justement sur les fausses nouvelles de la guerre. Quoi qu'il en soit, si la parole historique et testimoniale semble donc bien différenciée, y compris chez les historiens combattants, quoi qu'il en soit, ces historiens et le champ historique ne se désintéressent pas à l'époque, contrairement à ce que disent peut-être un peu vite Pro et Winter, à la production des écrivains combattants. Ainsi, Ernest Lavis lui-même accepta de préfacer au moins 3 récits de guerre publiés pendant la guerre. Dans le même ordre d'idées, la revue historique, pourtant orthodoxe dans son rapport à l'histoire tel qu'elle s'écrivait alors, positiviste pour aller vite, donne très régulièrement pendant la guerre des comptes rendus de lecture des récits de guerre et des témoignages combattants. Ce qu'elle semble abandonner, en revanche, après le conflit. Jay Winter et Antoine Pro ont donc sans doute en partie raison lorsqu'ils affirment que les historiens professionnels de l'après-guerre ont exclu les combattants de la focale, mais il faudrait donc nuancer cette vision, car cela ne semble pas être le cas pendant le conflit lui-même, comme le montrent les exemples que je viens de mentionner. En outre, il ne faut pas oublier que dans l'immédiate après-guerre, il y a un creux en fait dans la publication de témoignages, en gros entre 1918 et 1927-28. Donc c'est pas seulement les historiens qui se désintéressent du témoignage combattant, c'est aussi le grand public, même si cette baisse a été depuis fortement nuancée par toute une série de spécialistes de la littérature, mais bon, c'est pas le débat ici. Bon, elle est quand même sensible. Il y a un retour à la production testimoniale au début des années 20 et 30, à la fin des années 20 et au début des années 30, mais qui prend une autre forme, souvent d'ailleurs sous la forme romanesque, qui, elle, déroute les historiens, mais sans doute aussi autant pour la forme littéraire qu'elle prend que pour son contenu. Les historiens sont beaucoup plus à l'aise, en effet, avec un journal, avec une correspondance, ou avec un récit de guerre, qu'avec, se donnant pour vrai, qu'avec un roman ou de la poésie. Du reste, nous l'avons mentionné, il ne faut pas oublier que certains auteurs comme André Ducasse se sont intéressés, qu'il y a eu des publications d'anthologies de témoignages à l'époque. André Ducasse qui était aussi historien. Jean Norton Crue, universitaire franco-anglo-américain et ancien combattant de l'armée française, propose en 2 livres, Témoins et du témoignage, parus justement au moment où la littérature de guerre connaît son revival, donc à la fin des années 20 et aux années 30, une lecture critique de plus de 300 ouvrages français de témoignages. S'il n'est pas lui-même historien, son livre paraît dans une collection de livres d'histoire subventionnée par la Fondation Carnegie pour la paix, et collection dont la réception fut relativement faible en France, hormis pour le livre de Crue. Mais Norton Crue entend faire œuvre utile comme historien, il le dit, et du moins pour les historiens. Et d'ailleurs, il utilise la méthodologie de l'historien, fondant son analyse à la fois sur une critique externe et interne des sources, mais il confronte aussi ses lectures à sa propre subjectivité d'ancien combattant. Comme l'ont suggéré à plusieurs titres plusieurs historiens, en fait, Jean Norton Crue, qui aurait dans un premier temps souhaité lui-même écrire son témoignage de guerre, n'y est pas parvenu, et Témoin, suivi d'1 an plus tard par du témoignage, peut être aussi considéré comme un témoignage en creux. On a donc là l'exemple typique d'un travail hybride qui n'est ni histoire ni témoignage et qui en même temps est les deux et joue un rôle central à la fois dans l'historiographie de la Grande Guerre et dans la mémoire de la Grande Guerre.
En outre, si la réception dans les milieux littéraires de Jean Norton, de Jean Norton Crue dans les milieux littéraires provoquait un véritable scandale, la réception de son œuvre parmi les historiens l'est encore de manière relative, mais il y a une thèse en cours qui nous permettra d'en savoir un peu plus, qui est en train de s'achever. D'une certaine manière, on peut dire qu'au-delà des constats de Pro et Winter sur la maigreur ou l'absence de l'expérience de guerre dans le discours historique universitaire de l'époque, on sait encore peu de choses sur la réception de la littérature de guerre et du témoignage dans les revues d'histoire et chez les historiens. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'en 1914-1918, puis après 1918, la parole combattante et le témoignage ne sauraient être qualifiés de marginal. Après la Seconde Guerre mondiale, en revanche, les choses semblent se jouer à front renversé. À mesure que l'intérêt des historiens se rapproche de l'expérience combattante, notamment à partir des années 60, la parole directe des témoins peine, elle, à se faire entendre et les publications de témoignages et de récits sur 14-18 se tarissent. Le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, sa mémoire et les débats qui l'entourent contribuent à cet effacement de la figure mémorielle et morale du témoin de 14-18. Un témoin moral dont la protestation éthique dans les années 20 et 30 contre la guerre n'a pu empêcher le déclenchement d'un nouveau conflit pire que le précédent. Puis, le discours pacifiste porté par les anciens combattants dans les années 20 et 30 a pu parfois constituer même un écran à la compréhension et à la juste appréhension de la nature de la menace nazie. Alors que les historiens s'intéressent progressivement à leur production testimoniale comme source, les anciens combattants de 14-18 deviennent des figures ambivalentes, comme en témoignent par exemple dans les années 80 les sketchs de Coluche ou Papy Mougeot ou encore l'ancien combattant du Moulin sont tournés en ridicule et présentés comme des radoteurs ridicules. Ce qui serait totalement inimaginable aujourd'hui où le poilu est à la fois l'incarnation d'un héroïsme stoïque et la victime par excellence de la Grande Guerre. Du côté des historiens, les hommes en guerre figurent donc aussi au centre des préoccupations, mais davantage comme masse que comme individus pris dans le maelstrom de la violence de guerre. Depuis le début des années 90, le rapport entre historiens et témoins a encore évolué, de même que la place respective que prennent les récits des uns et des autres. La disparition des derniers poilus coïncida incidemment avec un retour à Sarajevo de l'histoire de l'Europe, qui s'accompagna d'un retour à la guerre chaude après la guerre froide, marquée par des formes de guerre nouvelles, mais également par une guerre de siège, des tranchées, des atrocités, des camps, qui faisaient écho aux deux guerres du XXe siècle. De même, le réveil des nationalistes qui accompagna la chute du mur ne manquait pas d'interroger. Sur le plan épistémologique, d'autres manières d'écrire l'histoire s'étaient imposées qui permettaient d'exploiter de manière plus systématique aussi les sources testimoniales, comme l'histoire des mentalités, à laquelle succédait une histoire culturelle fondée sur l'étude des représentations. La micro-histoire ou encore des outils permettant de critiquer ces textes, comme ceux issus du linguistic turn ou de l'étude des mémoires collectives. Cela se traduisit par une nouvelle, ou plutôt par des nouvelles relations entre les témoins et historiens au moment même où les témoins disparaissent. Je l'ai déjà dit, c'est à cette époque, par deux fois témoin de Jean Norton Crue et publié, et que se multiplient les republications de témoignages. Le témoignage devient en même temps central dans l'écriture de l'histoire, à tel point que certains livres, ceux en particulier relatifs à l'histoire des poilus et des combattants, en font un recours massif et pour ne pas dire parfois exclusif. Mais ce témoignage combattant est également devenu central bien au-delà de la sphère historique. La bande dessinée, le cinéma s'appuient très largement sur le témoignage, ou du moins sur des types de narration qui s'en inspirent, notamment autour de la figure du combattant des tranchées ou du groupe primaire, du petit groupe de combattants, qui permet très facilement une identification du lecteur ou du spectateur. Surfant sur la vague de regain d'intérêt pour le témoignage combattant, d'autres entreprises aussi moins scrupuleuses sur le plan historique exploitèrent l'intérêt pour le témoignage qui correspondait aussi à la transformation du poilu de héros en victime. Le climax fut atteint avec la calamiteuse anthologie Paroles de poilus, dont
première édition date de 1998 et qui à ce jour reste le livre le plus vendu sur la Grande Guerre en France. C'est contre cet usage excessif que Stéphane Audouin Rousseau et Annette Becker mirent en garde en 2000 en dénonçant cette dictature du témoignage qui fut mal comprise et le plus souvent tronquée. Ils écrivaient en effet: le témoignage a donc été source tout à la fois d'informations irremplaçables et d'inhibitions majeures. À ce titre, c'est sans doute dès la Première Guerre mondiale qu'une certaine forme de dictature du témoignage s'est imposée aux contemporains et aux historiens. Donc, il a été aussi source d'informations irremplaçables. Ils furent rejoints dans leur mise en garde par d'autres, comme l'historien américain Leonard Smith, qui mettait pour sa part en garde l'usage du témoignage comme preuve dans une argumentation, montrant qu'on pouvait faire dire à un corpus de témoignages aussi énorme une chose et son contraire. Nous sommes donc arrivés à un moment où la parole des poilus est entendue comme jamais, où le témoignage est central. Ces usages continuent toutefois, on l'a vu, de faire débat. Mais comme on peut le constater, nous ne sommes en tout cas pas passés de manière linéaire d'une écriture de l'histoire par les témoins ou de la mémoire à une écriture de l'histoire par les historiens. Aujourd'hui encore, les ouvrages écrits par les témoins et autres écrivains combattants demeurent des portes d'accès privilégiées à la Grande Guerre et se vendent sans doute mieux que ceux des historiens. Mnemosyne n'a pas encore définitivement cédé la parole à sa fille Clio. Je vous remercie.